Voici quel est le programme de la matinée. Donc, après cette introduction par Katia Schmitzberger, donc nous allons enchaîner plusieurs présentations sur différents sujets. Donc, la première sera sur le contexte et les enjeux du projet Chimère 21. La seconde présentation sera sur la présentation du bassin versant et des données qu'on a utilisées dans ce projet. Ensuite, on aura une partie sur le changement climatique sur le bassin de la Meuse. Après une petite pause, nous parlerons de la modélisation hydrologique du bassin qui a été mise en place. Par la suite, nous parlerons de l'impact du changement climatique sur l'hydrologie du bassin de la Meuse. Et enfin, nous conclurons et nous donnerons quelques perspectives. Et afin de clore cette matinée de restitution, nous avons prévu une table ronde sur la thématique de l'adaptation au changement climatique. Donc cette table ronde sera animée par Eric Soquet d'INRAE, avec différents intervenants qu'on introduira plus tard, mais qui font partie de différents acteurs locaux sur le bassin de la Meuse. Et enfin, nous aurons une conclusion à nouveau par Madame Katia Schmitzberger. Donc, nos différentes présentations seront données à plusieurs voix. Donc, ce n'est pas moi qui vais parler tout le long pour donner un peu de dynamisme à cette réunion. Et donc, sans tarder, je vais commencer par le contexte et les enjeux du projet Chimère 21. Donc, le projet Chimère 21, qu'est-ce que c'est? Donc, Chimère 21, c'est un acronyme qui vient de Chier, Meuse, évolution du régime hydrologique au XXIe siècle. Donc, comme vous le savez, la thématique du projet, c'est l'étude de l'impact du changement climatique sur les débits de la Chier et de la Meuse. Donc, vous avez le territoire auquel on s'intéresse qui est représenté sur la droite. Donc, ce projet qui a eu lieu de 2017 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2021, a associé différents partenaires. Donc, tout d'abord, INRAE, qui a coordonné ce projet. Donc, INRAE, tout le monde ne le sait pas forcément, c'est un nouvel institut de recherche qui résulte de la fusion entre IRSTEA et l'INRA. Et donc, quand nous avons démarré ce projet, nous faisions partie d'IRSTEA. Les autres partenaires sont Météo France, EDF, l'Université de Lorraine et enfin l'Adréal Grand Est. Donc ce projet, son coût complet, ça a été de 376 000 €, dont un financement de l'Agence de l'O-Rhin-Meuse à hauteur de 50%. Donc je vais présenter un peu plus en détail les différents partenaires. Donc, avec tout d'abord trois têtes de pont. Donc Lila Collet, qui a été engagée dans le cadre du projet à INRAE Antony, donc dans le cadre d'un postdoc, et qui est désormais employée par EDF. Donc Fabienne Rousset, qui est ingénieure de la météorologie à Météo France, et moi-même, Guillaume Thierret, qui suis chargé de recherche à INRAE à Antony, à côté de Paris, et j'ai coordonné ce projet. Donc les autres partenaires sont Olivier Delec, qui fait partie aussi d'INRAE Antony, qui est un ingénieur spécialiste des bases de données. Didier François de l'Université de Lorraine, qui est ingénieur de recherche et qui a apporté son expertise du bassin versant ainsi que sur la modélisation hydrologique. Joël Gaillard, qui est ingénieur à EDF, à Grenoble, et qui a apporté son expertise sur la naturalisation ainsi que la modélisation hydrologique. Mathieu Lelay, ingénieur à EDF, lui aussi, qui a apporté son expertise sur la modélisation hydrologique. Charles Perrin, qui est ingénieur à INRAE Antony et qui a apporté son expertise sur la naturalisation ainsi que la modélisation hydrologique. Mathieu Reverdy, qui est une deuxième personne qui a été recrutée dans le cadre de ce projet en postdoc à INRAE Lyon et qui a travaillé sur une méthode de descente d'échelle. Donc on verra par la suite de quoi il s'agit. Raphaël Samakoit, qui est la troisième personne qui a été recrutée dans le cadre de ce projet, donc à Météo France, et qui a travaillé sur une deuxième méthode de descente d'échelle.
Morgane Terrier qui a fait sa thèse à INRAE et Antony sur la thématique de la naturisation, Jean-Philippe Vidal qui est chercheur à INRAE Lyon et qui a apporté son expertise sur les descentes d'échelle ainsi que la prévision des sécheresses. Et enfin, Jean-Pierre Wagner de la DREAL Grand Est qui a donné son expertise sur le bassin versant de la Meuse. Alors, le contexte du projet Chimère 21, qu'est-ce que c'est? Vous le savez tous, on a un climat qui est bouleversé depuis quelques années, qui le sera encore plus dans le futur. Donc ça a été assez bien décrit dans différents rapports du GIEC, qui est un groupe d'experts sur le climat qui analyse les connaissances sur le changement climatique. Donc on sait de manière désormais certaine qu'on a une température qui va augmenter, des régimes pluviométriques qui vont être modifiés, mais aussi des extrêmes qui potentiellement pourraient être amplifiés. Donc ça, c'est une image qu'on a de manière assez globale, donc on connaît à l'échelle du globe. Cependant, ces travaux-là ont besoin d'être affinés au niveau régional par des travaux spécifiques. Donc un premier exemple de raffinement de ces travaux sont représentés sur la droite de ce slide avec différentes évolutions des précipitations et des températures dans le futur. Donc, ce que vous voyez sur les deux graphes de gauche, je pense que vous voyez ma souris comme ça. Sur les deux graphes de gauche, c'est l'évolution des précipitations dans le futur à l'horizon 2071-2100 par rapport à une référence qui est 1976-2005. Et donc, si c'est vert, c'est une augmentation des précipitations. Et si c'est dans les tons orangés, c'est une diminution des précipitations. Et ce qu'on voit, c'est que la France se situe un peu entre deux zones, où sur le nord, on a une augmentation et sur le sud, une diminution. Cependant, selon le scénario qu'on va regarder, donc est-ce qu'on regarde un scénario intermédiaire ou un scénario qui est sans régulation, donc une présentation spécifique par la suite définira bien ces scénarios. Donc selon le scénario, on voit qu'il y a quand même des différences avec sur le scénario intermédiaire des évolutions assez faibles des précipitations, mais peut-être une petite augmentation sur le nord-est, alors que sur le scénario sans régulation, on a une vraie augmentation des précipitations sur le nord-est. En ce qui concerne les températures, là, c'est sans équivoque, hein, on a une augmentation des températures sur l'ensemble de la France, augmentation des températures qui sera plus élevée avec un scénario sans régulation. Donc, comme l'a rappelé Madame Schmittberger, Chimère 21 n'est pas la première étude d'impact du changement climatique sur l'hydrologie de la Meuse. Donc, nous avons eu par le passé le projet Explore 2070 qui s'est déroulé de 2010 à 2012. Donc, ce projet, il était financé par le ministère de l'Environnement. Et dans ce projet, on avait un volet qui concernait l'impact du changement climatique sur l'hydrologie de surface en France. Donc, si on s'intéresse aux résultats d'Explore 2070 sur la Meuse, au niveau climatique, on a pu noter une augmentation de la température de 1,5 à 3 degrés sur la période 2045-2065 par rapport à une référence qui était 1961-1990. Au niveau des précipitations, elles étaient plutôt stables à l'année, mais ce qui était intéressant et important, c'était qu'elles étaient plutôt en baisse de 20% durant l'été, ce qui n'est pas sans conséquence. Donc les débits annuels futurs à l'exutoire du bassin versant tel qu'on l'a considéré dans ce projet, donc à chaud, étaient en diminution de 15 à 20%. Donc ça, c'est un résultat combiné des précipitations stables et de l'augmentation de la température et donc de l'évaporation. Et donc c'est ce que vous pouvez voir sur ce graphe sur la droite où en fait on a des petits triangles qui pointent vers le bas, qui donc ça veut donc dire une diminution du débit moyen. Donc on voit que par rapport à la France entière, la Meuse est quand même plutôt épargnée, mais tout de même, on avait quand même des débits en baisse de 15 à 20% sur l'année. Et en ce qui concernait les débits d'étiage, donc les débits les plus bas,
Donc l'évolution de ces débits était très incertaine, mais était en baisse, donc d'un ordre de grandeur de 20 à 60% selon les modèles utilisés. Et enfin, pour être complet, on avait des signaux qui étaient plutôt incertains sur les crues, avec à la fois des augmentations et des diminutions. Donc une autre étude marquante sur le bassin de la Meuse, c'était le projet AMIS, qui a eu lieu de 2009 à 2012. Donc là, c'était un projet international, pardon, qui donc s'est intéressé à l'impact du changement climatique sur la Meuse internationale, donc sans s'arrêter à chaud. Et donc ça a fait intervenir plusieurs acteurs internationaux. Et les résultats de ce projet ont été que on entrevoyait des débits d'étiage en baisse dans le futur de 10 à 25% dans un futur proche, mais de 35 à 50% dans un futur plus lointain. Et en revanche, sur les débits les plus forts, les débits de crue, on était plutôt sur une augmentation de 10 à 25% pour un scénario humide et de -5 à plus 10% pour un scénario sec. Donc, quels sont les objectifs de Chimère 21 suite à ces différents travaux? Donc, on a voulu répondre, comme l'a dit Madame Schmidt-Berger, à une préoccupation croissante des gestionnaires, donc de la partie française du bassin versant. Donc, tout d'abord, actualiser les diagnostics existants. Donc, les deux projets que j'ai cités sont déjà anciens, mais depuis, les modèles climatiques se sont améliorés, les modèles hydrologiques aussi. Donc, il y a un besoin de mettre à jour notre connaissance du climat futur et de l'hydrologie future. Par ailleurs, on a voulu affiner les diagnostics. Il a notamment été noté dans une étude post-Explore 2070 qu'on avait un besoin de vraiment répondre, on avait une nécessité de vraiment répondre aux besoins des territoires. Donc ça a été une des limites qui a été soulignée sur le projet Explore 2070, pardon. Et il y avait aussi une forte attente sur les bases eaux. Donc les objectifs du projet, pour être plus précis, ça a été tout d'abord d'étudier l'impact du changement climatique sur les débits futurs de la Meuse, de prendre en compte aussi de manière poussée les incertitudes. Donc pour cela, nous avons utilisé 4 modèles hydrologiques et nous avons aussi réalisé une analyse statistique des projections hydrologiques, ce qui n'avait pas été fait de manière aussi poussée dans les études précédentes. Et enfin, de manière similaire à Explore 2070, nous avons produit des fiches synthétiques qui résument les résultats du projet sur chacun des bassins versants que nous avons mis à disposition de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première présentation un peu contextuelle du projet Chimère 21. Alors, le bassin versant de la Meuse, donc il est représenté sur la carte qui est située à droite de la diapo. Donc, on l'a limité ici à la frontière franco-belge. C'est un bassin versant qui fait 10 120 km². Et sur ces 10 120 km², il y en a 2300 situés en Belgique et 140 au Luxembourg. Donc, c'est un bassin versant effectivement international, avec, là où on l'a arrêté, environ un quart de la surface qui est située à l'étranger. Quand on se situe maintenant à l'échelle du bassin versant international de la Meuse, c'est-à-dire jusqu'à son exutoire, la partie qu'on a étudiée représente 29%. Alors, c'est un bassin un peu particulier quand on le regarde dans sa forme, parce que c'est un bassin longiligne qui s'étire comme ça du sud vers le nord. Et en fait, cette forme particulière est liée à des captures. Donc, il y en a une qui est assez connue, c'est celle qui est située ici, c'est celle de la Moselle, qui avant empruntait le Val de l'Ain et confluait avec la Meuse. Et il y en a une autre qui est celle de l'Aire, qui avant s'écoulait vers la Barre et rejoignait ainsi la Meuse. Donc, ce qui fait que le bassin versant de la Meuse, c'est en quelque sorte une sorte de transition entre un grand bassin versant à l'est, qui est le bassin du Rhin, et un grand bassin versant à l'ouest, qui est le bassin de la Seine. Et donc, c'est un bassin qui, dans sa partie amont, ici, est très démembré. Quand on regarde l'occupation du sol, une des particularités du bassin versant de la Meuse, c'est que ce bassin est couvert en grande partie par des forêts. C'est un bassin très boisé. C'est ce qui apparaît sur ce graphique. On compare l'occupation du sol à l'échelle nationale avec l'occupation du sol
au niveau du bassin versant qu'on a étudié. Et donc, on s'aperçoit que la part des surfaces liées à la forêt ou aux prairies est très importante et se fait un peu au détriment des terres cultivées. Alors, c'est également un bassin qui est très peu peuplé, parce qu'il est situé, comme on l'appelle de manière un peu inélégante, à l'extrémité nord-est de la diagonale du vide. On a une densité de population qui est seulement de 57,6 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est moins de la moitié de ce qu'on a à l'échelle nationale, et c'est encore bien inférieur à la valeur qu'on a au niveau de la grande région, puisque au niveau de la région Grand Est, on a 97 habitants par kilomètre carré. Si on veut régionaliser ce bassin versant de manière simple, on va définir deux régions. Une région à l'amont, que je montre ici, qui est constituée de plateaux, qui parfois peuvent être relativement élevés, avec des altitudes ici dans la région de Neuchâtel qui sont de l'ordre de 450 mètres. Un plateau dont les altitudes diminuent vers le sud, jusqu'à la plaine de la Wavre ici, et une deuxième partie à l'aval qui est surtout dominée par le massif ardennais. Alors, dans le paysage, ça donne quoi? Eh bien, si on se situe à l'amont du bassin versant, ici, à Domrémy-la-Pucelle, donc on est vraiment à l'amont, hein, le bassin versant correspond à 1000 km², on a cette forme caractéristique de relief de côte, hein, que je souligne ici. Donc, c'est ce qu'on a partout dans l'est du bassin parisien, où on a en fait un relief qui ici est constitué de calcaire et qui repose sur des couches plus tendres en dessous, souvent constituées de marne ou d'argile. Donc là, c'est la vallée de la Meuse. La photo est prise en regardant vers le nord. Et cette vallée est relativement large, hein, dans cette partie. Et la côte de Meuse est dédoublée, c'est-à-dire qu'on l'a ici à l'ouest de la Meuse, et il y en a une autre qui est située à l'est. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit une des caractéristiques de l'occupation du sol. On a le revers du plateau que je montre ici, qui bien souvent est occupé par de la forêt, et le fond de vallée est plutôt occupé par des prairies. Un deuxième point de vue sur la vallée de la Meuse, ici c'est à Dun-sur-Meuse, donc là c'est une photo aérienne, et la photo est prise, on regarde ici vers l'ouest. Donc ce paysage est intéressant parce que on voit la vallée de la Meuse lorsqu'elle sort du plateau, précisément ici. On voit ce plateau ici, qui est beaucoup moins marqué qu'à Domrémy. On a des altitudes qui, effectivement, ont diminué. Et on retrouve cette caractéristique de revers de plateau occupé par de la forêt. Et dans la Wavre, par contre, ici, vers où la Meuse s'écoule, on a davantage de culture. Et donc la Meuse est ici, et à Dun-sur-Meuse, elle est canalisée, il n'y a pas de canal latéral. Alors, je voulais aussi vous montrer une vallée donc, qui n'est pas représentative, hein, bien évidemment, de tout le bassin versant de la Meuse, mais c'est quand même la vallée de la Chière, qui, elle, est très industrialisée, hein, puisqu'on retrouve le même type de relief qu'on avait ici à Domrémy, c'est-à-dire on a un plateau calcaire qui est entaillé, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes calcaires, ce sont des calcaires plus anciens. Et à la base donc, de ces calcaires, on a ici une fine couche qui s'appelle l'ahélénien, dans laquelle il y a du minerai de fer et donc qui a été exploité. Qui est exploité sur site pour l'extraction et pour sa transformation. Donc, pourquoi vous avez dans cette haute vallée de la Chière des vallées très, très urbanisées comme ça, très occupées par de l'industrie. Enfin, dernier paysage, la Meuse tout à l'aval. Donc là, le paysage a quand même bien changé. Là, la photo est prise en regardant vers le sud. Hein, on voit cet aspect de vieux massif ici des Ardennes, avec une surface d'érosion qui apparaît bien ici. Des altitudes qui ne sont pas forcément très élevées sur les sommets, on est à 350-400 mètres, mais par contre la Meuse est très encaissée. L'altitude est de l'ordre de 80-100 mètres au niveau de la frontière. La vallée est beaucoup plus étroite, hein, c'est quand même un massif relativement, pas montagneux, mais avec des reliefs un peu marqués. Et on retrouve toujours cette caractéristique du bassin versant de la Meuse, avec une occupation pratiquement omniprésente de la forêt, en tout cas sur les sommets et les versants.
Alors, le contexte physique du bassin versant de la Meuse, donc on va garder cette division que je vous proposais entre l'amont et l'aval. Si on regarde la carte des précipitations ici, on a sur la partie amont une pluviométrie qui est très homogène, de l'ordre de 900 mm par an. Une pluviométrie qui est un peu moins élevée que ce qu'on a ici sur le Barrois. Le Barrois est très arrosé puisque par endroits on a plus de 1100 mm. Et bien ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un espace de transition, puisque quand on va vers le bassin de la Moselle, là, on a des hauteurs de précipitations nettement plus faibles, de l'ordre de 700 mm. Donc, des précipitations très homogènes dans cette partie-ci du bassin. Et à l'aval, on a un pôle pluviométrique important, centré sur les Ardennes, ici, avec plus de 1200 mm par an. Quand on regarde l'hydrogéologie de ce bassin versant, on s'aperçoit que la Meuse, donc, par son cours, va entailler les auréoles sédimentaires de l'est du bassin, donc va entailler surtout des terrains calcaires, comme ce que j'indique ici. Donc deux niveaux de terrain calcaire, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure au sujet des paysages. Hein. Un premier niveau ici qui concerne le Bajocien, un second ici qui concerne l'Oxfordien. Et la particularité de ce passage dans le plateau, c'est qu'on a des phénomènes karstiques qui, par endroits, sont relativement denses. Alors, par phénomène karstique, on entend tout ce qui est gouffres, dolines, sources, etc., qui favorisent l'écoulement souterrain. Donc, dans cette auréole ici du Bajocien, c'est là qu'on a une densité qui est extrêmement élevée de phénomènes karstiques. Pourquoi? Parce qu'on a au-dessus du Bajocien une couche d'argile qui va garder une certaine humidité et donc va favoriser le développement d'un karst. Donc, ça a des conséquences sur l'écoulement. Vous connaissez certainement les pertes de la Meuse, hein, qui sont situées ici. C'est-à-dire que la Meuse disparaît dans la région de Bazoil et va réapparaître en plusieurs endroits dans la région de Château. Il y a également le bassin versant de l'Arof, ici, qui topographiquement appartient au bassin versant de la Meuse, mais qui, dans les faits, s'écoule pratiquement en intégralité vers la Moselle et réapparaît ici dans le secteur de Pierre-Latrèche. Vous avez également des phénomènes karstiques ici, hein, c'est la même configuration sur le Bajocien. Vous en avez également ici, il y a des échanges de la Meuse avec l'air. C'est l'air qui s'écoule cette fois-ci vers la Meuse dans l'Oxfordien, mais dans l'Oxfordien, les phénomènes karstiques sont quand même beaucoup plus réduits. Et enfin, vous en avez dans cette région, donc ils ne sont pas indiqués parce que notre inventaire de traçage n'est pas encore tout à fait à jour, mais bon, il y en a qui existent notamment sur la Vence, hein, vous verrez ça tout à l'heure, on a été obligé d'en tenir compte. Et donc, quand on arrive dans le massif ardennais, ici, on a une nappe relativement importante, qui est la nappe des grès d'Ardenne-Luxembourg, hein, qui, pour son âge, correspond au terrain qu'on a ici, mais on a un changement de faciès, c'est-à-dire qu'on passe ici de calcaire à des grès, et dans ces grès, on a une capacité de stockage assez importante. Enfin, dernier aspect hydrogéologique, c'est le massif ancien proprement dit, ce qui apparaît en gris ici. Donc, il n'y a pas de nappe très importante, mais localement, dans les poches d'épuration, il peut y en avoir. Alors, pour l'hydroclimatologie du bassin, donc on s'est fixé à chaud. Donc, les valeurs du climat que vous avez ici correspondent aux valeurs moyennes du bassin versant. Donc, on a un climat océanique. Donc, on peut qualifier de dégradé dans la mesure où, pour un climat océanique, on a en général des précipitations relativement bien réparties dans l'année, c'est le cas, mais on a des précipitations un peu soutenues ici pendant la période estivale, des précipitations qui correspondent à des puits de convection qu'on associe souvent à une continentalisation du climat. Et autre effet de la continentalisation, c'est cette amplitude thermique qui est relativement soutenue. Le régime du cours d'eau, c'est un régime qu'on qualifie de pluvial. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'alimentation du cours d'eau provient des pluies. Et qu'on qualifie également parfois de pluvio-vaporal dans la mesure où le creux estival qu'on a ici n'est pas lié à une baisse des précipitations, c'est ce qu'on voit, mais en fait au maximum des températures, à des prélèvements évapotranspiratoires qui sont beaucoup plus élevés. Alors, quand on compare la Meuse au bassin voisin, là, c'est ce qu'on a fait, on a comparé la Meuse à son voisin de droite, pardon, à l'est, à l'ouest et au sud, on s'aperçoit que c'est un bassin avec des ressources en eau relativement abondantes. Quand on prend la valeur du module, le module, c'est la moyenne de tous les débits, et qu'on ramène ça à la surface de bassin versant, on s'aperçoit que c'est la Meuse qui a la valeur de module la plus élevée, des fois de pas grand-chose,
mais c'est quand même le bassin qui semble le mieux alimenté. Et en général, le module est directement lié aux valeurs de précipitation. Donc, c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure quand on a examiné la carte des précipitations. Quand on regarde les étiages, on s'aperçoit aussi que le bassin dispose en période d'étiage de ressources importantes, puisque là, on a des valeurs qui sont nettement plus élevées que les bassins voisins. Et ça, en fait, c'est le fait à la fois forcément des précipitations, mais aussi des aquifères que je vous décrivais à l'instant, et qui restituent en période estivale une bonne partie des précipitations. Enfin, sur les crues, on aurait des crues plus modérées que sur la Moselle, et cette fois-ci plutôt comparables à ce qu'on a sur la Saône. Alors pour cette étude, on s'est appuyé sur un réseau hydrométrique qu'on avait présélectionné, c'est-à-dire on avait pris 17 stations réparties dans le bassin Meuse. Et vous avez sur ce graphique l'historique des chroniques de ces stations. Donc comme pour la plupart des stations en France, on a des chroniques qui commencent au début des années 70, c'est la mise en place d'un réseau hydrométrique un peu plus dense. Et il y a d'autres stations qui ont été mises en place un peu plus tard, au milieu des années 90. Donc pour le travail de modélisation, on n'a pas pu traiter toutes ces stations de la même manière, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure avec le Calaf Control, toutes les stations n'ont pas été forcément traitées de la même manière. Et enfin, on a une station importante ici, pratiquement à la frontière, à Chaux, une station qui a été déplacée, et on a fait une seule série avec les deux sites de la station, Chaux-Yggravia et Chaux-Trou-du-Diable. Donc, on avait 17 stations, et en fait, on a été obligé d'en éliminer une, c'est-à-dire celle de Moncy-Notre-Dame, ici, parce qu'elle est située près d'un méandre, et parfois, bien souvent, l'écoulement de la Meuse est court-circuité. Et donc, la station n'enregistre pas la totalité des écoulements. Alors, comme je le disais, les deux séries du site de Chaux ont été aboutées, et donc on a des simulations pour 16 stations, soit une station pour 480 km² si on prend juste la superficie de la partie française du bassin versant. Il y a une critique de données qui a été faite, d'ailleurs de manière visuelle. Les hydrogrammes ont été examinés, et quand des valeurs paraissaient douteuses, elles ont été mises en lacune, c'est-à-dire qu'on n'en a pas tenu compte pour le reste du travail. Et également, il y a eu un échange avec la DREAL Grand Est qui gère toutes ces stations. Et la DREAL a indiqué quels étaient les problèmes hydrométriques majeurs qu'on rencontrait à ces stations, notamment en période d'étiage. Voilà, donc la critique des données réalisée en concertation avec le service gestionnaire. Alors pour le climat. On s'est appuyé sur les réanalyses Safran. C'est-à-dire que Météo France propose un produit baptisé Safran, où des observations de terrain, des observations de surface sont combinées à des données d'analyse de modèles météorologiques. Ce qui permet d'avoir des données spatialisées. C'est ce qui apparaît sur la carte ici à droite. Ces données spatialisées, pour chaque maille représentée par des petites croix noires ou grises, Météo France nous propose des données, et ces mailles sont réparties tous les 8 km, de manière régulière, tous les 8 km dans l'espace. Donc on a rapatrié des données de Safran à l'échelle journalière, et pour chacune des mailles, on a une valeur de précipitation, c'est liquide ou solide, une valeur de température, d'humidité, de vitesse du vent, de rayonnement solaire et infrarouge. Ces données nous ont permis ensuite de calculer des valeurs d'évapotranspiration potentielle journalière, et on a utilisé la formule de Penman-Mantes. Donc pour simuler les écoulements, ce qui sera présenté un peu après, on a utilisé à la fois les données de Safran directement par les précipitations, et également les données qu'on a pu calculer issues de la formule de Penman-Mantes. Alors, comme le bassin versant est situé en partie à l'étranger, Météo France propose des mailles qui apparaissent ici en grisé, des mailles Safran, mais ces mailles Safran ne sont pas calculées de la même manière que celles dans le territoire français, puisqu'on n'a pas forcément toutes les données pour les ajuster. Donc, Météo France utilise les valeurs de la maille la plus proche. Donc, ce qui pose un problème dans cette partie du bassin versant, parce que comme on l'a dit tout à l'heure sur la carte, on a un pôle pluviométrique relativement important. Donc, on est obligé de faire une correction de la pluviométrie dans le bassin, principalement de la Semois. Et cette correction est de plus 15% pour les valeurs de précipitation.
et c'est cohérent avec la carte de précipitation qu'on a vue tout à l'heure. Enfin, il y a une correction également qui a été réalisée dans le secteur de l'Avance, ici, en raison d'apports karstiques. Hein. Et donc, la surface de bassin versant était réelle et sous-estimée, donc on a été obligé de réévaluer les précipitations de plus 1%. Alors, on a fait un travail également sur les influences anthropiques, hein, ça vous a été un peu indiqué tout à l'heure. Et pourquoi on a fait ce travail? Parce que les simulations de débit qui proviennent des modèles hydro qu'on utilise, ces simulations de débit, en fait, ne peuvent simuler que des débits naturels. Et, on sait que les stations hydrométriques, elles, subissent donc des influences. Donc, on avait envisagé, dans un premier temps, d'enlever les influences des débits mesurés aux stations hydrométriques, hein, ce qu'on appelait une opération de naturalisation des débits. Et d'ailleurs, il y a une thèse qui a été soutenue à l'INRAE récemment, où il y a différentes méthodes hein, qui sont exposées pour naturaliser des débits. Donc, on a recensé et essayé de quantifier toutes les influences, seulement on est tombé sur de la donnée, mais il y en avait relativement peu, et il n'y avait pas de données anciennes, bien souvent, et c'était des données ponctuelles. Donc, ça nous a posé un problème. Enfin, dans les influences qu'on a recensées, bon, on les a regroupées. On a principalement donc les prélèvements en rivière. On en a comptabilisé 7. Hein. C'est ce qui apparaît ici voilà, par ces pentagones bleus. Mais c'est des prélèvements qui sont relativement modestes. Hein. Le maximum, c'est 46 litres secondes sur la Sormonne. C'est situé ici. C'est vrai que ça reste modeste. On a les stations d'épuration. Donc, on en a comptabilisé 15. C'est pareil, c'est pas très, très important. C'est de l'ordre de 150 litres secondes à Charleville-Mézières. Et enfin, il y a les prélèvements de la navigation. Donc là, par contre, c'est plus important. C'est plus important parce que le bassin est traversé à plusieurs endroits par des canaux. Il y a notamment le canal de la Marne-au-Rhin, ici, hein, qui emprunte le site de capture du Val de Lanne, hein, qui va prélever ici dans la Meuse et ici dans le bassin versant de la Méole. Donc la prise de Troussé qui est ici a été quantifiée à 1 mètre cube seconde. Et enfin, sur la Méole, on l'a quantifié à 758 secondes, mais ce sont des valeurs maximum, hein, puisque comme il n'y avait pas de suivi sur le long terme, on a pris le débit nominal des pompes, mais c'est en général beaucoup moins que ça. Ensuite, il y a le canal de la Meuse qui longe la Meuse, donc qui lui s'alimente dans la Meuse, mais c'est un système de prise et rejet, ça consomme assez peu d'eau en soi. Et enfin, il y a le canal ici des Ardennes qui emprunte donc la vallée de la Barre et qui lui est alimenté par un réservoir d'eau ici sur le Béron, alimenté par la Barre. Alors, dans les industries que nous avons recensées, le plus gros consommateur, c'est EDF, avec la centrale nucléaire de Cattenom, située ici, pas de Cattenom, de Chaux, pardon, située ici, avec une prise de 1,3 m3 seconde. Comparativement aux autres prélèvements, ce prélèvement est nettement plus élevé. Par contre, quand on se situe dans le contexte du cours d'eau, vous voyez qu'on a vu des prélèvements de l'ordre de quelques dizaines de litres. Quand on compare ces quelques dizaines de litres au débit du cours d'eau, parfois l'influence peut être quand même significative. Alors, il y a également des exors dans ce secteur-là, en lien avec l'exploitation minière. Donc, des exors, c'était des pompages qui étaient faits au fond des mines pour permettre l'exploitation du minerai. Donc, c'est des exors qui ont fonctionné pendant toute la durée des exploitations des mines. Et ensuite, à ces exors ont succédé parfois des soutiens d'étiage. Donc, maintenant, il n'y a plus rien qui fonctionne, mais par contre, il y a eu un impact très important sur l'hydrologie du cours d'eau de ce secteur-ci, qu'on appelle le PIG. Enfin, il y a 2 barrages réservoirs, mais qui ont assez peu d'impact. Hein, je les cite juste ici. Il y en a un sur la Semois, barrage de la Vière, et un à côté de la Meuse, à Revin. Alors, pour quantifier l'impact de ces influences, on a fixé un seuil à partir duquel on estime qu'une influence est significative. Ce seuil, on l'a basé sur un débit d'étiage, un débit caractéristique d'étiage, on en parlait tout à l'heure. Ce débit caractéristique d'étiage, c'est ce qu'on appelle le VCN7. Le VCN7, c'est les 10 jours consécutifs les plus secs de chaque année. On peut affecter une probabilité à ces VCN7, on a pris une valeur quinquennale, c'est-à-dire qu'une fois tous les 5 ans, on a une valeur qui est inférieure à ce seuil. Et on a pris 15%
donc, de ce VCN7 quinquennal. Alors, on a pris quand même un seuil relativement sévère, hein. C'est vrai qu'on va comme ça pouvoir désigner de manière assez précise toutes les influences. Et là, dans ce tableau, on a mis donc en parallèle, dans cette colonne, donc, le seuil d'influence issu du VCN7, et ici, la somme des impacts qu'on a en amont de chacune des stations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a des impacts qui semblent modérés, parce que 24 litres secondes, ça paraît pas énorme, mais en fonction donc quand même des écoulements du cours d'eau, on a quelque chose qui nous apparaît comme significatif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut régionaliser ces influences, c'est-à-dire que les influences liées aux industries, on les a surtout dans le secteur amont, forcément, proportionnellement là où il y a moins d'eau. On a des influences ensuite sur le cours médian de la Meuse qui sont liées aux prises des canaux, donc une influence qui n'est pas forcément qui est plus élevée, mais qui se reporte comme ça à l'aval. Et on a également une influence ici des exors sur la Cher à Montigny-sur-Cher. Ce qui est frappant aussi, c'est que l'influence de Chaux, de la prise de la centrale de Chaux, n'apparaît pas, alors qu'elle paraissait la plus élevée, mais comme on a une disponibilité en eau relativement importante dans la Meuse, ça ne dépasse pas le seuil qu'on s'était fixé. Alors, en raison de l'absence de données continues sur notre période d'étude, les débits aux stations hydrométriques n'ont pas pu être naturalisés, tel qu'on l'avait envisagé, tel que ça avait été montré dans le travail de Morgane Terrier, à l'exception de la station de Chaux. Parce que bien qu'on ne dépasse pas le seuil, ça nous a paru intéressant quand même de naturaliser les débits. Et donc, ce travail sur les influences nous a permis quand même de mettre de côté toutes les données qui nous semblaient significativement influencées. Mettre de côté, ça veut dire qu'on n'en tiendra pas compte dans l'évaluation des simulations des modèles. Alors, sur la station de Chaux, donc une seule chronique a été réalisée. Donc, on a mis bout à bout les débits de Chaux et de Gravia qui ont été naturalisés par un modèle mis en œuvre par Météo France, pas par Météo France, par EDF DTG pour le projet. Et on a abouti ensuite la série de Chaux Trou du Diable. Donc voilà, il y a une seule station qui a été véritablement naturalisée, c'est la station de Chaux. Alors, à retenir de cette partie de présentation de bassin versant, donc concernant le bassin versant lui-même, c'est un bassin versant de 10 000 km², forme allongée, peu peuplé et très boisé, relativement bien alimenté, inscrit dans des formations principalement calcaires et argileuses à l'est du bassin de Paris, et ensuite dans le massif ardennais. C'est un bassin également international, puisque environ un quart du bassin est situé en Belgique et au Luxembourg. Les données qui nous ont permis de travailler sur les données observées sont la climatologie Safran et les débits moyens journaliers de 16 stations hydrométriques. Les influences anthropiques, donc il y a un travail de recensement qui a été fait sur les prises érogées, qui a permis d'identifier les stations hydrométriques influencées. Il n'y a pas de naturalisation systématique qui a été faite, mis à part pour la station de Chaux. Et enfin, ce travail nous a permis quand même de ne pas prendre en compte les débits qui étaient très, très influencés. Voilà, donc je passe le relais à Fabienne. Donc oui, nous allons parler maintenant du changement climatique sur le bassin de la Meuse. En commençant, c'était allé trop vite. Donc, en commençant d'abord par les étapes de modélisation qu'on a dû mettre en place dans le cadre de Chimère 21, qui sont les grandes étapes standards pour ce type d'études hydroclimatiques. Et nous verrons aussi quelles sont les données climatiques qui ont été retenues pour Chimère 21. On regardera en particulier les évolutions de température et de précipitations sur le bassin de la Meuse. Et enfin, nous essaierons de discuter un peu, analyser un peu le choix de ces données climatiques par rapport à des jeux de données plus anciens ou plus récents. Donc, mettre en place une étude d'impact du changement climatique sur l'hydrologie d'un bassin versant nécessite de passer par plusieurs étapes de modélisation, plusieurs maillons que je vais vous présenter. Donc, la première étape de ce type de travail, c'est les RCP. Les scénarios RCP, ce sont les profils représentatifs d'évolution de concentration des gaz à effet de serre. Donc, ces scénarios RCP reposent sur des hypothèses d'évolution des quantités de gaz à effet de serre qui seront émises jusqu'à 2100. Et les climatologues, dans le cadre du 5e rapport du GIEC, ont préparé un ensemble d'environ 1000 scénarios
de ces évolutions des concentrations de gaz à effet de serre. Et parmi ce grand ensemble de scénarios, ils ont sélectionné 4 scénarios représentatifs, que sont le RCP 2.6, 4.5, 6 et 8.5. Dans le cadre de Chimère, nous avons travaillé avec deux de ces scénarios RCP représentatifs, donc le scénario 4.5 et le scénario 8.5. Donc le scénario RCP 4.5 pour le futur décrit une voie un peu intermédiaire avec atténuation. C'est un scénario qui décrit une croissance des émissions de gaz à effet de serre pendant encore quelques décennies, avant que ces émissions se stabilisent avant la fin du siècle, puis décroissent à un rythme modéré. C'est un scénario qu'on peut qualifier de médian, contrairement au scénario RCP 8.5, qui lui est un scénario extrême, hein, qui décrit un futur qui exclut toute politique de régulation du climat et qui conduit en fin de siècle à un réchauffement global sur la planète d'environ 5 degrés. Donc, après le choix des scénarios climatiques RCP, nous devons passer par l'étape des modèles climatiques. Hein. Les modèles climatiques, il y en a 2 types, les modèles globaux, les GCM. Donc, ces modèles globaux simulent l'évolution du climat à l'échelle mondiale avec une résolution spatiale assez grande, d'environ 150-200 km². Et donc, ces résultats doivent être affinés à l'échelle régionale et pour cela, on peut les coupler avec des modèles plus fins, les modèles climatiques régionaux qui permettent de représenter le système climatique de façon plus fine sur une région du globe plus précise, dans notre cas l'Europe. Et donc, ces modèles prennent en compte les conditions au bord imposées par les GCM ainsi que leur forçage de grande échelle, donc ce qui assure le couplage entre les deux, et leur résolution spatiale est de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Donc, dans le cadre du projet Chimère 21, nous avons sélectionné des couples de modèles GCM et RCM qui étaient disponibles dans la base de données Eurocordex. Donc, nous avons 3 GCM différents et 3 RCM différents qui sont couplés entre les uns avec les autres, ce qui donne 5 scénarios, 5 couples qui sont listés ici. Ensuite, malgré ces étapes de modélisation, les données en sortie présentent parfois certaines erreurs, certains biais que l'on se doit de corriger. Donc pour cela, on a testé dans le cadre du projet Chimère 21 2 types de correction de biais ou de descente d'échelle. Donc en premier lieu, la méthode SCOPE qui a été développée par INRA et Lyon. Donc ça, c'est une méthode de descente d'échelle statistique qui part directement des données des GCM pour produire des sorties à pas de temps fin, à pas de temps géographique fin et à pas de temps temporel plus fin également. Malheureusement, les résultats n'ayant pas été concluants, nous n'avons pas pu retenir cette méthode pour la suite du travail. Ensuite, nous avons testé la méthode ADAMON que, grâce au financement du projet Chimère 21, Météo France a pu développer sur l'ensemble de la France. Donc, cette méthode ADAMON est une méthode de correction de biais statistiques. Donc, elle part des données des RCM, donc des données climatiques régionales, et avec des méthodes statistiques corrige les biais pour donner des données à pas de temps fin. Et cette méthode de correction de biais a été appliquée à l'ensemble des données climatiques que nous avons utilisées pour le projet. La suite des étapes d'un travail de modélisation, enfin d'impact du changement climatique sur l'hydrologie, c'est la modélisation hydrologique à partir des données climatiques que nous avons corrigées. Nous avons fait tourner des modèles hydrologiques qui vous seront présentés dans la suite de l'exposé. Et puis, l'idée, en particulier dans Chimère 21, c'est d'analyser au mieux l'impact et l'incertitude liés aux différents éléments de cette chaîne. Donc, l'idée dans Chimère 21, ça a été d'intégrer le plus possible d'éléments à chaque étape de la chaîne. C'est pourquoi nous avons utilisé 2 RCP, 5 couples de modèles GCM-RCM, et c'est pourquoi nous avons aussi testé 2 méthodes de descente d'échelle, même si une seulement a pu être finalement utilisée. Donc un petit mot sur les périodes temporelles, c'est important pour bien comprendre comment on utilise toutes ces données. Donc sur le passé, jusqu'à 2005, nous disposons d'observations météorologiques ou de simulations de modèles hydrologiques forcés par des observations, qui sont une première référence, mais également les couples de modèles climatiques GCM-RCM fonctionnent sur le passé, sur les périodes historiques, avec des dates de début propres à chacun des modèles.
Et en tout cas, nous avons pu définir une période commune à tous les couples de modèles, une période de 30 ans, de 1976 à 2005. Et c'est sur cette période de 30 ans qu'on peut évaluer la capacité des modèles climatiques à reproduire le climat passé. Et avec les méthodes de descente d'échelle ou de correction de biais, évidemment, on s'attache à faire en sorte que cette capacité soit la meilleure possible. Ensuite, eh bien, les scénarios RCP vont venir faire évoluer les simulations des couples de modèles de manière différenciée à partir de 2005, et ce, de façon continue jusqu'à 2100. Donc, chacun des couples de modèles produira des simulations différentes pour chacun des deux RCP, de façon continue jusqu'à la fin du siècle. Donc, on peut analyser les sorties ensuite climatiques de façon continue, mais on peut également définir des périodes temporelles, des périodes de 30 ans, qu'on qualifie d'horizon temporel proche, moyen ou lointain, 2021-2050, 2041-2070 et 2071-2100. Donc ces périodes de 30 ans nous permettent de définir des climats qu'on peut comparer au climat historique du modèle 76-2005. Donc c'est sous cette forme que les résultats vous seront majoritairement présentés par la suite, des comparaisons entre différents horizons temporels et la période de référence 76-2005. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce que ça donne le jeu de données que nous avons utilisé dans le cadre de Chimère 21 sur le bassin de la Meuse? Donc on va commencer par les températures. Tout modèle confondu, donc les 5 modèles et pour les 2 scénarios RCP confondus. Donc on a évidemment globalement une évolution positive, une augmentation des températures, donc ça c'est acquis depuis un certain nombre d'années. Et cette évolution est plus forte, cette augmentation pardon, est plus forte au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le temps, et eh bien, elle varie à échéance donnée, elle varie selon les modèles et les RCP, et bien entendu, c'est le RCP 8.5, le scénario le plus extrême qui donne les augmentations de température les plus marquées. Donc, je vous présente un exemple de 2 modèles, pour le RCP. Dans les 2 cas, c'est le RCP 8.5 et dans les 2 cas, c'est à l'horizon futur lointain, 2071-2100. Donc, on a un modèle plus chaud ici, qui réchauffe plus, et un modèle qui conduit à une augmentation de température un peu plus limitée. D'un point de vue géographique, les évolutions de température sont relativement homogènes sur l'ensemble du bassin géographiquement parlant. Ensuite, si on s'intéresse aux précipitations, au pas de temps annuel, au pas de temps annuel sur l'ensemble du bassin, tout modèle et tout scénario confondu, dans tous les cas, on a une augmentation des précipitations annuelles, quel que soit le scénario, quel que soit le modèle. Cette augmentation varie avec le temps et puis est également très variable en fonction du modèle ou du RCP. Donc, on va voir un tout petit peu plus de détails ensuite. Donc, vous avez à nouveau 2 exemples pour les mêmes modèles que au-dessus. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'évolution en pourcent des précipitations à l'horizon 2071-2100 pour le RCP 8.5 par rapport à la période 76-2005. Donc, avec par exemple ce couple de modèles qui donne une augmentation des précipitations un peu plus limitée que celui-ci, qui est un des plus, pour lequel l'augmentation des précipitations est la plus forte. Et là, il y a un peu plus d'hétérogénéité spatiale sur le bassin. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans l'ensemble du jeu Chimère 21, les couples de modèles climatiques qui tendent à avoir le plus d'augmentation de température sont aussi ceux qui ont le moins d'augmentation de précipitation, donc qui sont les plus chauds et les moins pluvieux. Et à l'inverse, les couples de modèles qui font le moins augmenter la température sont aussi ceux qui font le plus augmenter les précipitations. Donc évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur l'hydrologie. Donc ça, c'est des données au pas de temps annuel et évidemment, ça cache des hétérogénéités au pas de temps saisonnier. Donc on s'est intéressé à l'évolution du climat au pas de temps saisonnier. Donc sur l'ensemble du bassin, à nouveau, en été et en hiver, on a regardé l'évolution, en premier lieu, des températures. Donc sans grande surprise, toujours une évolution, une augmentation des températures d'autant plus forte qu'on s'éloigne dans le futur et qu'on va vers le RCP 8.5. Entre l'été et l'hiver, pour les températures, c'est relativement homogène, hein. Il y a une petite différence saisonnière, mais qui est quand même assez peu marquée, notamment une tendance à une augmentation de la température un petit peu plus marquée en hiver. Là où les choses sont plus différenciées, c'est en été. Pour les précipitations. Les précipitations en hiver
sont en augmentation pour tous les modèles, tous les couples, tous les RCP, de façon de plus en plus forte, qu'on va vers des horizons plus lointains. En revanche, on constate que les précipitations estivales sont soumises à une très forte incertitude, avec aussi bien des baisses de précipitations en été que des hausses de précipitations, et ce, de façon assez intense quand on s'éloigne à la fin du siècle. Donc, comment ça se traduit? Donc, cette forte incertitude sur les précipitations estivales, je vous montre quelques exemples de cartes au pas de temps saisonnier. Donc, ce qu'on voit à nouveau, c'est l'évolution des précipitations en été à l'échéance 2100, à l'échéance fin de siècle, pour le scénario RCP 8.5, et par rapport à la période historique 76-2005. Donc, les 4 saisons figurent sur les cartes, et l'été, c'est en bas à gauche. Parmi les 5 couples de modèles qu'on a utilisés dans Chimère 21, nous avons à la droite du graphique de la page, 2 couples qui prévoient des étés avec une augmentation des précipitations. Donc, un exemple de ces 2 couples est tracé ici, donc où on voit sur l'ensemble du bassin une augmentation des précipitations, même en été, et également aux autres saisons, bien sûr. Nous avons parmi les 5 un couple qui donne, qu'on peut qualifier de neutre, qui donne une évolution très faible des précipitations estivales. Et à l'inverse, nous avons 2 couples de modèles qui montrent une évolution vers moins de précipitations en été, donc des étés qu'on pourrait qualifier de secs, voilà. Et ce avec une petite hétérogénéité aussi sur le bassin. Donc voilà, l'incertitude des scénarios climatiques est extrêmement forte sur les précipitations estivales, avec aussi bien des baisses de ces précipitations que des hausses de ces précipitations, et puis assez équiréparties, 2 couples secs, 2 couples pluvieux et un plutôt neutre. Donc évidemment, ça aura également des conséquences sur l'hydrologie qui vous sera présentée plus tard. Donc enfin, pour terminer cette rapide analyse, on a quand même souhaité qualifier un peu, comparer un peu le jeu de données Chimère 21 par rapport à d'autres jeux de données existants. Et notamment, à la fin de l'année 2020, Météo France a mis à disposition, a mis en ligne sur le portail DRIAS Climat un nouveau jeu de données qui s'appelle le jeu de données DRIAS 2020. Qui est composé d'un plus grand nombre de couples de modèles GCM-RCM, de 12 couples de modèles et de 3 RCP, le 4.5, le 8.5, mais aussi le 2.6. Donc on a voulu un peu situer l'ensemble Chimère 21 qui remonte à 2017 avec un ensemble plus récent pour voir si on gardait une cohérence entre les deux. Donc, je vous présente un peu les résultats par saison, donc avec à gauche les résultats pour l'été et à droite les résultats pour l'hiver. Donc, ce qu'on voit sur ces graphiques, chaque petit point représente un couple de modèles, et puis ceux qui sont un petit peu plus mis en avant, les points rouges, là, c'est les 5 modèles du jeu de données Chimère 21. Donc, avec en abscisse l'évolution des précipitations en fin de siècle pour le RCP 8.5, il me semble. C'est ça, le fin de siècle RCP 8.5. Donc les points qui sont situés plus à gauche sont les modèles pour lesquels on a moins de précipitations, et les points situés à droite sont les modèles pour lesquels on a plus de précipitations. Et en ordonnée, c'est l'évolution de la température. Donc les modèles qui sont vers le bas ont un réchauffement le moins marqué, et les modèles qui sont vers le haut ont un réchauffement le plus marqué. Alors, en été, on se rend compte que le zéro des précipitations, il est à peu près là. C'est peut-être pas forcément clair sur l'échelle de couleur. Donc en été, on se rend compte que aussi bien l'ensemble DRIAS que l'ensemble Chimère comprend des modèles qui voient une augmentation des précipitations estivales et des modèles qui voient une baisse des précipitations estivales. Et on note cette tendance à avoir les modèles en été qui sont les plus secs, sont également les plus chauds, et les modèles qui sont les plus humides sont également les plus froids, si on peut les qualifier de froids, en tout cas ceux qui réchauffent le moins. Donc, le jeu de données Chimère 21 en été a une dispersion comparable et cohérente avec le jeu de données DRIAS 2020. En hiver, toutefois, donc c'est le même type de graphique avec à droite les modèles qui ont le plus de précipitations et en haut les modèles qui réchauffent le plus.
Donc, pour l'hiver, on constate que dans le jeu de données Chimère 21, on a plutôt plus de modèles qui voient des augmentations de précipitations marquées par rapport au jeu de données DRIAS. Donc, le signe de cette évolution de précipitation est le bon, puisque aucun modèle, aucun couple ne voit une baisse des précipitations hivernales. La hausse des précipitations hivernales est assez claire dans cet ensemble, et assez nette. Et simplement, c'est l'intensité de cette hausse, Chimère 21 comprend des modèles qui ont une intensité un peu plus marquée, une intensité de la hausse un peu plus marquée. Donc voilà, dans l'idée globale, c'est que l'ensemble Chimère 21 est cohérent avec le jeu de données DRIAS 2020, avec toutefois une tendance un peu plus pluvieuse, surtout en hiver, et qui se traduit un petit peu sur les précipitations annuelles. Donc, pour compléter cette comparaison, on s'est intéressé aussi aux études passées. Donc, Guillaume a parlé au début de l'exposé de Explore 2070. Donc, on a voulu un peu regarder comment se comportent les uns par rapport aux autres ces jeux de données. Donc, Joël Gaillard d'EDF a pu faire cette petite analyse et tracer ces graphiques qui nous montrent l'évolution des jeux de données dans le temps. Explore 2070 qui est un petit peu plus ancien, Chimère 21 qui date de 2017, et puis les données DRIAS 2020 qui sont les plus récentes, avec ce graphique qui montre l'évolution des précipitations pour l'ensemble du jeu de données à chaque fois, représenté sous forme de boîte à moustache, c'est pour l'ensemble du jeu de données, et l'évolution des températures. Alors, il s'est calé sur les périodes temporelles de Explore 2070, c'est l'horizon milieu de siècle, 2047-2065, et la période de référence, c'est 76-2005. Donc, ce qu'on constate déjà, c'est que l'augmentation des températures, elle est toujours là, évidemment, ça n'est pas remis du tout en cause. Simplement, elle est un petit peu plus marquée dans les jeux de données les plus récents. Pour les précipitations, donc c'est les précipitations sur le bassin de la Meuse au pas de temps annuel, on constate que, comme on l'a vu au début de l'exposé avec Guillaume, on avait dans Explore 2070 plutôt des baisses de précipitations. Et ce n'est plus du tout le cas dans les jeux de données les plus récents. Ça, c'est une évolution sensible des jeux de données climatiques. C'est que, on a une augmentation de précipitations qui est un petit peu plus marquée, comme on l'a vu dans Chimère 21, que dans Andreas 2020, notamment à cause des précipitations hivernales. Mais clairement, la tendance des précipitations a changé, a évolué depuis Explore 2070. Voilà, pour terminer, que retenir de ce qu'on a rapidement vu ensemble? Donc, on a utilisé dans le cadre de Chimère 21 5 couples de modèles climatiques pour permettre de prendre en compte l'incertitude liée à la modélisation climatique. Donc, on verra un petit peu plus loin. Pour chacun des couples de modèles, on utilise 2 RCP, un scénario médian, le RCP 4.5, et un scénario plus extrême, sans atténuation, le RCP 8.5. Pardon. Et puis, nous avons testé 2 méthodes de descente d'échelle, correction de biais, mais nous en avons retenu seulement une, la méthode Adamon de Météo France. Donc, que donnent ces données sur le climat de la Meuse? Une augmentation des températures, sans surprise, d'autant plus forte que l'on est sur le futur lointain ou le RCP 8.5. Et pour les précipitations, l'ensemble du jeu de données propose une hausse annuelle des précipitations. En hiver, on a toujours une hausse pour les 5 couples, mais par contre, l'été est marqué par une incertitude très forte sur l'évolution des précipitations, avec 2 modèles à la hausse, un modèle plutôt neutre et 2 modèles à la baisse. Et donc, ces données Chimère 21, elles sont globalement cohérentes avec le jeu de données DRIAS 2020, qui est plus récent, avec toutefois un tout petit peu plus de pluie en hiver, mais en été, une dispersion tout à fait comparable. Et par rapport à Explore 2070, les nouvelles simulations, Chimère 21 ou DRIAS 2020, sont globalement plus chaudes et surtout plus pluvieuses. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Donc, je vais vous présenter la modélisation hydrologique qui a été mise en place et utilisée dans ce projet. Donc, juste un bref rappel, un modèle hydrologique, en fait, ça a pour vocation de représenter le cycle de l'eau sur un bassin versant, et ça prend en données d'entrée des variables climatiques, comme les précipitations et l'évapotranspiration, et ça simule en sortie le débit. Donc, dans Chimère 21, on a utilisé 4 modèles hydrologiques, et ça nous permet de tenir compte de l'incertitude liée à ce type de modèle, qui sera présenté juste après ma présentation.
En fait, on sait dans la littérature que c'est important d'utiliser dans les études d'impact plusieurs modèles hydrologiques parce que en fait, les projections sont fortement liées au modèle utilisé. En effet, il y a plusieurs approches de modélisation hydrologique. Par exemple, il y a des modèles conceptuels. Donc, ici, comme le modèle d'INRAE qui s'appelle GRSD, le modèle d'EDF qui s'appelle Mordor et le modèle de l'Université de Lorraine qui s'appelle Présage. Donc, c'est ce qu'on appelle des modèles à réservoir qui vont représenter de façon simplifiée les processus qui se passent sur un bassin versant. À contrario, le modèle de Météo France qui s'appelle SIM2, lui, est un modèle à base physique, donc en fait qui va résoudre explicitement des équations physiques de bilan d'eau et d'énergie pour représenter les transferts sol-plante-atmosphère. Il y a aussi différentes résolutions spatiales qui existent. Donc, le modèle Présage, lui, est un modèle global. Donc, en fait, il va moyenner les variables climatiques et les processus sur l'ensemble du bassin. Les modèles GRSD et Mordor, eux, sont des modèles semi-distribués, donc qui vont tenir compte en fait de portions de bassin, de sous-bassin, amont, moyen et aval, pour représenter les processus hydrologiques. Et le modèle SIM2, lui, est un modèle distribué, donc en fait grillé, et qui va résoudre toutes ces équations-là sur chaque maille du bassin versant. Donc, quand on utilise un modèle, forcément, il faut caler ce modèle. Et le calage est une partie qui va aussi générer de l'incertitude. Donc, dans Chimère 21, on a utilisé 3 types de calage. On a pris une période passée, où si vous vous rappelez de Didier, ce qui nous a présenté sur les données utilisées, il y a des données qui existent depuis 1970. Donc, on a choisi d'utiliser une méthode de calage qui était la plus longue possible, avec le plus d'observations possible, donc de 1970 à 2016. Et donc, vous remarquez que ce n'est pas exactement la période historique qui a été définie pour les projections climatiques. Et ça nous a permis en fait de pouvoir diviser cette période de calage en deux, donc en 2 fois 23 ans, 1973, ensuite de 1993 à 2016. Et donc ça va nous permettre d'évaluer la robustesse des modèles. Donc, on ne vous présente pas ça ici, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier calage sur la première sous-période, puis on a contrôlé en fait les performances des modèles sur la deuxième période. Et inversement, nous avons fait un calage sur la deuxième période. Nous avons contrôlé ensuite les performances des modèles sur la première période. Et on a aussi fait un troisième calage sur toute la période de 1976 à 2016. Ensuite, quand on cale un modèle, on compare finalement les observations avec les simulations et on peut avoir différents objectifs. Donc, ça dépend de l'objectif de l'étude qu'on mène. Et pour Chimère, il y avait 2 objectifs qui étaient assez importants. C'était d'une part de bien représenter les étiages, puisqu'on s'est attaché au risque sécheresse, mais aussi de représenter l'ensemble de la gamme des débits. Donc, du coup, on a utilisé 2 fonctions objectives pour caler ces modèles. Alors, il y a une petite exception, c'est SIM2, qui, comme c'est un modèle à base physique, lui, il n'est pas calé à proprement parler, mais les simulations sont plutôt corrigées a posteriori. Donc, en fait, vous voyez que pour l'utilisation de ces modèles, on a finalement procédé à 6 sortes de calage, puisqu'on a 3 périodes de calage et 2 fonctions objectives. Alors là, je vais vous présenter les résultats de ces calages uniquement sur la période totale, donc de 1970 à 2016, avec donc, chacune des 2 fonctions objectives. Donc là, c'est les calages sur l'ensemble de la gamme des débits. Vous voyez sur le graphe du haut les observations en noir et ensuite les simulations des différents modèles hydrologiques. Et donc, ce graphe représente le régime moyen journalier. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que en fait, les modèles sont très performants. On représente très bien les observations. On a juste une petite sous-estimation des débits hivernaux pour 2 modèles, GRSD et Présage, et une reprise aussi des débits à l'automne qui est un peu rapide pour 3 modèles. Quand on regarde le graphe du bas, donc ça c'est la courbe des débits classés, c'est en fait la fréquence cumulée des débits.
on voit aussi que les modèles sont très performants et on s'est attaché aussi à des indicateurs de débit extrême. Donc le QJ X10, c'est un indicateur de crue, en fait, de débit extrêmement haut. Le VCN7, c'était un indicateur dont Didier vous a parlé, c'est un indicateur de débit extrêmement bas, et le QMNA5 aussi, c'est un indicateur d'étiage. Donc vous voyez encore une fois que en gros, toutes les valeurs de débit sont bien représentées. On note une sous-estimation de la part de Présage des valeurs hautes et une légère surestimation de la part de GRSD. Maintenant, quand on regarde les performances en calant le modèle avec un focus spécifique sur les bas débits, on peut voir que, encore une fois, les débits sont tous très performants. On observe encore ces légères sous-estimations hivernales pour GRSD et une sous-estimation des débits extrêmement hauts pour Présage et toujours cette légère surestimation de la part de GRSD. Ensuite, on peut regarder, comme le projet s'attache vraiment au risque sécheresse, on peut aussi aller regarder les performances des modèles sur des événements historiques de sécheresse qui sont connus. Donc, la sécheresse de 1976, ça a été la sécheresse la plus sévère sur le bassin de la Meuse. Elle a débuté en juin et elle s'est terminée au mois de novembre de cette année. Donc, sur ce graphe, ce que vous pouvez voir en haut, les bâtons, ce sont les précipitations journalières. Ensuite, les traits horizontaux, ce sont les niveaux d'alerte sécheresse d'aujourd'hui. Donc, en jaune, la vigilance jaune, qui est donc la moins sévère, puis la vigilance orange, puis la vigilance rouge. En noir, en pointillé, vous voyez les observations, et encore une fois, en couleur, vous voyez les simulations des différents débits. Donc déjà, on peut voir que cette sécheresse, on a passé le seuil de vigilance jaune au mois de juin et on est repassé au-dessus uniquement au mois de novembre. Et on est resté en fait sous le seuil de vigilance rouge pendant tout le mois d'août jusqu'à début octobre. Donc ça a été vraiment une sécheresse très intense. Vous remarquez que le modèle à base physique, donc SIM2, le modèle de Météo France, lui, il est beaucoup plus réactif aux précipitations que les autres. Vous voyez une plus grande variabilité des débits qui sont simulés par ce modèle. Et pour les autres modèles, donc à base conceptuelle, on voit que le signal est un peu plus lissé. Ceci dit, on est très satisfait parce que les observations sont finalement contenues dans l'ensemble des projections. Et donc, on sait qu'avec l'ensemble de nos 4 modèles, on représente bien en fait, le signal de sécheresse extrême. Si on s'attache maintenant à regarder la sécheresse de 2003, donc, qui est une sécheresse qui a touché toute la France, on s'en souvient, qui est quand même moins sévère sur le bassin de la Meuse, voilà, on peut avoir les mêmes conclusions, les observations sont bien représentées, et avec l'ensemble de nos 4 modèles, on arrive à représenter les débits observés sur cet événement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette approche? C'est qu'on a choisi de faire une approche qu'on appelle multimodèle, donc avec 4 modèles et avec au final 6 façons de caler ces modèles. Ça va nous permettre de prendre en compte l'incertitude sur l'aspect de modélisation hydrologique. Donc, Guillaume vous détaillera ça plus tard. Nos 4 modèles sont tous très performants. Donc, on a été rassurés pour l'utilisation de ces modèles en les forçant avec des projections climatiques par la suite. Les événements extrêmes sont un peu plus difficiles à reproduire dans les détails, mais ils sont quand même très bien simulés et l'intensité est couverte en fait, par l'ensemble des simulations. Et la robustesse des modèles, donc on ne s'est pas présenté ici, mais il y a un rapport qui est détaillé sur cet aspect pour le projet et aussi très satisfaisante. Et je vais passer à la prochaine présentation qui concerne l'impact du changement climatique sur l'hydrologie du bassin versant. Donc si je remets ce fameux schéma, on en arrive à la fin de notre chaîne de modélisation. Donc Fabienne vous a présenté comment on obtenait les projections climatiques avec l'RCP, les modèles climatiques et les descentes d'échelle et corrections de biais.
Didier vous a présenté quelles données on pouvait utiliser pour la modélisation hydrologique en temps présent. Lila vous a présenté quels modèles hydrologiques on a utilisés et comment on les a mis en œuvre. Donc maintenant, à partir de tout ça, comme on vient de le dire, on a pu réaliser 210 projections hydrologiques. Donc à la fois sur la période historique présentée par Fabienne, mais aussi sur la période future jusqu'à 2100. Et donc c'est en analysant ces sorties-là qu'on peut quantifier l'impact du changement climatique sur l'hydrologie, sur le bassin de la Meuse. Donc toute cette chaîne de modélisation, elle comprend des incertitudes. Hein, donc on l'a vu à plusieurs reprises avec certains résultats qui étaient représentés sous forme soit de gamme de valeurs, soit sous forme de faisceaux. Et donc cette cascade d'incertitudes, à la fin, elle peut être plus ou moins importante, et donc on va s'intéresser à ça par la suite. Donc l'évaluation de l'impact du changement climatique sur les débits de la Meuse, on l'a réalisé sous plusieurs aspects. Donc les 4 aspects suivants. Tout d'abord, on s'est intéressé au régime hydrologique. Ensuite, on a regardé des indicateurs le long du cours d'eau de la Meuse. Par la suite, on a réalisé une analyse des sources d'incertitude. Et enfin, on a analysé la probabilité associée aux différentes tendances qu'on observe dans le futur sur nos projections. Donc, dans ces différentes analyses, je vais commencer par les régimes ici. Donc, dans ces différentes analyses, on a utilisé l'ensemble des projections disponibles. Donc, pour cette première analyse, ici, j'ai représenté les régimes futurs des débits. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un régime? C'est pour chaque jour de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, la valeur moyenne sur une période donnée, du débit moyen, du débit journalier. Donc, ça veut dire que sur chaque jour, pour ce graphe-là, on a la valeur moyenne. Donc, pour différents scénarios, ce qui explique pourquoi on a des faisceaux. Donc, pour présenter plus dans le détail ces résultats-là, qu'est-ce qu'on a? On a nos projections hydrologiques pour le RCP 4.5, donc c'est le scénario intermédiaire présenté par Fabienne. Et on s'intéresse à l'horizon futur proche, 2021-2050. Nous avons 4 graphes pour les 4 modèles hydrologiques, GRSD, Présage, Mordor, SIM2. Et on représente du coup les débits en mètres cubes par seconde au cours de l'année. Donc nous avons 3 courbes qui se superposent, les débits observés. Donc ici, on s'intéresse à la Meuse à chaud. Donc ce sont les mêmes débits observés pour les 4 graphes, évidemment. Donc ces débits observés sont sur la période de référence 76-2005. Ensuite, on a représenté en grisé les débits simulés lorsqu'on force les modèles hydrologiques par les scénarios climatiques sur la période de référence, donc 76-2005. Et en bleu, nous avons les débits projetés pour la période 2021-2050. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces graphes? Donc, on voit tout d'abord que si on compare le grisé au débit observé, on a une sous-estimation des débits lorsqu'on utilise des projections climatiques sur la période de référence. Donc, malgré tous les efforts de débiaisage et de descente d'échelle, il peut toujours y avoir quelques petits problèmes comme ça. Ceci dit, ce qui est important et intéressant de regarder ici, c'est que si on compare la période de référence à la période future, on observe une forte augmentation des débits pendant la période de haute eau. Donc ça, c'est ce qui est le plus frappant sur ces graphes-là. Les 4 modèles nous disent la même chose. Sur la période de haute eau, donc de janvier à mars environ, on a une augmentation des débits dans le futur, déjà pour la période 2021-2050. Sur la période d'étiage, on a en revanche une forte incertitude sur le signe de l'évolution. On a à la fois des augmentations et des diminutions, donc c'est pour ça que les 2 courbes en gris et en bleu se superposent. Et on observe aussi que les 4 modèles hydrauliques donnent à peu près les mêmes évolutions. Donc ces résultats-là, on peut les mettre directement en lien avec les résultats sur les projections climatiques qui montraient plutôt une augmentation des précipitations l'hiver et de fortes incertitudes pour l'été. Donc ça se reflète directement sur les débits projetés.
Donc maintenant, si on regarde toujours le RCP 4.5, mais l'horizon lointain, donc 2071-2100, là, on observe que les débits sur la période de haute eau sont plus forts que 2021-2050. Donc, je vais vous passer les deux à la suite pour que vous puissiez bien le voir. On a une légère augmentation des débits sur cette période-là, surtout au tout début de l'année et en fin d'année aussi. Et ce qu'on voit aussi en comparant les deux courbes, c'est que notre incertitude, donc la gamme des possibles, elle est plus forte. Donc, on peut... c'est assez logique, nos projections dans le futur, elles sont plus incertaines au niveau du climat, du coup ça se reflète sur l'hydrologie. Maintenant, on s'est intéressé au RCP 8.5, donc là c'est le scénario où on ne réduit pas de manière significative nos émissions de gaz à effet de serre. Donc toujours pour la Meuse à chaud, ici on voit que ces résultats sont très similaires à ceux du RCP 4.5, mais avec des incertitudes un peu plus fortes. Donc ça, ce n'est pas une surprise, parce que si on regarde dans le détail les scénarios climatiques, on sait qu'à l'horizon 2035, il y a assez peu de différenciation entre le RCP 4.5 et le 8.5. C'est vraiment sur la fin du siècle que les projections climatiques divergent. Et ça se voit de manière très marquante sur l'horizon 2071, pardon, 2100, et non pas 2051-2100. Donc c'est l'horizon 2071-2100 pour le RCP 8.5. Donc là, de manière très claire, on fait face à une forte augmentation des débits pour la période de haute eau. Et en plus de ça, on observe une forte incertitude sur les étiages, donc avec à la fois des valeurs de débit pendant l'été qui peuvent augmenter, mais aussi pour tous les modèles hydrologiques, des valeurs qui peuvent diminuer. Donc ça, c'était un premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau d'analyse, ça a été de regarder ce qui se passe tout le long du cours d'eau de la Meuse. Donc pour cela, on a utilisé des représentations dites en profil. Donc, qu'est-ce qu'il y a de représenté sur ces graphes-là? En fait, on a représenté des indicateurs. Ici, c'est le débit moyen annuel en mètres cubes par seconde. Sur différentes stations le long de la Meuse, donc à Goncourt, Neufchâteau, Challennes, Saint-Mihiel, Stenay, Sedan et Chaux. Donc ces stations-là, je les ai entourées sur la carte à droite. Donc on reste vraiment sur le cours principal de la Meuse, on ne va pas sur les affluents. Mais sur les graphes, j'ai représenté les apports des différents affluents, le Mouzon, la Vert, la Chière, la Vence et la Semois. Donc comment lire ces graphes? Donc en abscisse, on a la surface en kilomètres carrés et en ordonnée le débit moyen annuel en mètres cubes par seconde. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on utilise des échelles logarithmiques ici, afin de voir quelque chose pour les bas débits, car sinon les hauts débits écraseraient ces graphes. Donc sur ces graphes, on a représenté 4 choses. Donc toujours notre observation, c'est le pointillé noir. Et on a représenté cet indicateur de débit moyen annuel sur 3 périodes qu'on a obtenues avec nos modèles hydrologiques forcés par des projections climatiques. Donc la période de référence 76-2005, le futur proche 2021-2050 en bleu clair et la période de futur lointain 2071-2100 en bleu plus foncé. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces courbes? C'est que on voit bien ici la courbe grise qui est plutôt sur le bas et les deux courbes bleues qui sont plus fortes que cette courbe grise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une augmentation des débits moyens. Et cette augmentation des débits moyens, elle est surtout visible à l'aval du bassin versant, ici, puisqu'il n'y a plus aucun chevauchement entre les courbes bleues et la courbe grise. Donc ça, c'était à gauche pour le RCP 4.5. Et pour le RCP 8.5, on voit aussi une augmentation du débit moyen partout. Donc on voit bien la courbe grise en bas, ensuite la courbe bleu clair et la courbe bleu foncé. Et cette augmentation, elle est surtout visible pour le futur lointain, où on voit vraiment que la courbe bleu foncé, elle se détache. Donc ensuite, nous avons regardé un indicateur de fortes eaux, donc le QJX-A10. Donc ça, c'est le débit annuel maximal avec une période de retour de 10 ans. Donc le débit journalier annuel maximal avec une période de retour de 10 ans. Donc vraiment très forte crue. Donc là, qu'est-ce qu'on voit?
c'est que il y a un assez fort recouvrement des différentes courbes, notamment pour l'RCP 4.5. Donc ça signifie une augmentation assez limitée, mais néanmoins présente. On peut apercevoir les traits au milieu des enveloppes qui sont la médiane. Et c'est surtout sur le futur lointain qu'on a cette augmentation. Et pour le RCP 8.5, on observe en revanche une augmentation plus importante. Donc la courbe en bleu foncé se détache vraiment, elle est tirée vers le haut. Et cette augmentation, encore une fois, elle est vraiment plus forte en aval. Et pour finir, nous avons regardé le QMNA5. Donc ça, c'est le débit mensuel minimal sur l'année, avec une période de retour de 5 ans, donc un indicateur d'étiage assez fort. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces courbes? Donc là, on voit que la courbe grise, elle dépasse au-dessus, et les courbes bleues sont plutôt, elles dépassent vers le bas. Donc, il y a beaucoup de recouvrement, mais malgré tout, on observe quand même une diminution. Et cette diminution, elle est surtout visible à l'amont. Donc, elle reste légère pour le RCP 4.5. Pour le RCP 8.5, elle est un peu plus importante, notamment pour le futur lointain. On voit que ça peut aller vers des valeurs très basses en amont par rapport à ce qu'on peut observer à l'heure actuelle ou à ce qu'on a pu simuler sur des périodes de référence ou sur le futur proche. Et sur le futur proche, on voit que l'évolution est assez faible. Donc ça permet vraiment de situer un peu les évolutions avec plutôt des étiages qui seraient plus sévères en amont et des crues qui seraient plus sévères en aval. Donc par la suite, nous avons réalisé une quantification des incertitudes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau par rapport au projet d'impact du changement climatique sur l'hydrologie qui avait été réalisé en France jusque-là. Donc nous avons utilisé la méthode Calypso, qui a été développée par Guillaume Evin et ses collègues, qui sert à quantifier l'incertitude devenant des différents maillons de la chaîne de modélisation. Donc on verra par la suite lesquels sont ces maillons. Donc l'idée, c'est vraiment de dire pour chaque maillon, quelle est la part d'incertitude qui vient de ce maillon sur l'incertitude totale. Et nous avons la possibilité de tracer l'évolution de cette incertitude dans le temps, parce que c'est pas au même, enfin, les différents maillons n'ont pas un impact aux mêmes périodes. Et aussi, nous avons la possibilité de tracer une enveloppe autour de la trajectoire moyenne de l'évolution des indicateurs auxquels on s'est intéressé. Donc, j'illustre ça avec ces deux graphes. Donc, les sources d'incertitude auxquelles on s'intéresse sont celles dont on a parlé depuis le début, les RCP, les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, les modèles climatiques avec les modèles globaux en jaune et régionaux en vert. Donc ça inclut aussi le débiaisage et descente d'échelle. Nous avons aussi les modèles hydrologiques, HM en bleu, et la paramétrisation des modèles hydrologiques en violet. Donc ça, nous avons 6 paramétrisations différentes, on l'a vu auparavant. En gris, nous avons ce qu'on appelle la variabilité résiduelle, donc c'est celle qu'on n'arrive pas à expliquer par la méthode. Et en orange, c'est ce qu'on appelle la variabilité interne du système. Donc c'est un peu ce dont on parlait au début pour savoir si ce qu'on a observé ces dernières années, c'est dû au changement climatique ou au contraire à une variabilité. Et donc ça, en gros, ça représente le fait que d'une année sur l'autre, on n'est pas forcément sur une évolution constante, mais on peut aller sur des années plus sèches, plus humides ou plus chaudes, plus froides, sans pour autant remettre en cause la tendance globale. Donc comment il faut lire ces graphes? Eh bien, en gros, sur la période future qui nous intéresse, de 2005 jusqu'à 2085, nous avons l'évolution d'un indicateur et de son incertitude totale. Donc, le total fait 100%. Et on voit qu'au début de cette période, c'est surtout la variabilité interne qui a la plus grosse incertitude. Et par la suite, ce sont les GCM et les RCM qui prennent l'incertitude la plus forte. Donc, pour préciser, si on s'intéresse par exemple à l'année 2010, en fait, c'est l'incertitude sur une période de 30 ans centrée autour de 2010. Donc, ça va de 1995 jusqu'à 2025. C'est ça qui nous permet d'avoir des évolutions assez lisses. Et sur la droite, donc, on reprend la même chose,
mais en termes d'anomalie, c'est-à-dire que pour un indicateur donné, on a la référence qui est autour de 0 et on a la gamme d'incertitude qui est représentée par cette enveloppe avec au centre l'évolution moyenne. Et donc autour de cette incertitude moyenne, on a représenté l'incertitude des différentes sources d'incertitude. Donc je précise que la référence, c'est toujours 76-2005 pour cette anomalie. Donc ici, nous avons représenté les incertitudes sur les étiages avec l'indicateur de VCN3. Donc ce sont les débits minimaux sur une période de 3 jours. Et donc qu'est-ce qu'on observe, c'est que donc pour les différentes stations, ici on en a choisi 6, Chausse-Tenay, Saint-Mihiel, Chauvency, Carignan et Aulnay sur la Semois. Donc on observe que pour l'ensemble de ces projections, la variabilité interne est prépondérante au début du siècle. Donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas capable de dire, on n'est pas capable de prédire exactement ce qui va se passer ces prochaines années très proches, parce qu'on a vraiment une variabilité interne qui est prépondérante. Par la suite, ce sont les modèles climatiques, GSM et RCM, qui prennent la part la plus importante de l'incertitude. On voit beaucoup de jaune et de vert. On remarque en revanche que les modèles hydrologiques, leurs paramètres et les RCP prennent une incertitude très faible, parce qu'on ne voit quasiment pas ces couleurs-là, à part un peu les modèles hydrologiques sur la Chière. Et on voit aussi qu'il y a très peu de différence entre les stations. Donc si on représente les anomalies, donc ici on voit que, toujours pour le VCN3, on a, donc il faut regarder un peu le centre de ces graphes, on a une légère diminution du VCN3 entre 0 et 10% sur l'ensemble des stations, sauf sur la Chière, où c'est plutôt stable. En revanche, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'incertitude autour de l'évolution de l'anomalie, elle est très importante et elle est croissante dans le temps. Donc ça, c'est très intéressant. Ceci dit, ça peut être difficile à interpréter et à utiliser. Du coup, on a ajouté à ça des graphes qui permettent de représenter la probabilité des différentes tendances. Donc là, on a voulu répondre aux questions suivantes. Quelle est la probabilité qu'un indicateur change de tant de pourcents sous contrainte climatique et à quel horizon temporel cette tendance pourrait émerger? Donc, comment ça se traduit? Donc, voici le genre de graphe qu'on a proposé. Donc ici, c'est pour les étiages. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compté à chaque horizon temporel futur, donc toujours sur des périodes de 30 ans, donc à chaque horizon futur, quel pourcentage de l'ensemble de projections, donc je rappelle qu'on en a 210, donc quel pourcentage de l'ensemble de projections nous donne des évolutions de plus 10%, de plus 20%, de moins 10%, de moins 20%. Donc ça, ici, je le représente pour les étiages, toujours avec mon indicateur du VCN3. Et si on suit cette petite courbe bleu clair, donc la courbe bleu clair, ça représente une anomalie de plus 10%. Et donc, ça veut dire quoi? Si on suit cette courbe-là, ça veut dire qu'on a, pour cette courbe-là, ici, une augmentation d'au moins 10% du VCN3 pour, si on va sur la gauche, environ 15% de l'ensemble. Donc, si on suit cette courbe ici, la courbe rouge qui est du moins 10%, donc à la fin du siècle, par exemple, on aura 40% de l'ensemble de projections qui aura au moins une évolution de moins 10% du VCN3, donc une diminution des étiages. Donc ça permet quand même de se placer dans une scénarisation des résultats. Donc l'ensemble de ces courbes-là, ainsi que les précédentes sur les incertitudes, on les a représentées pour les étiages, pour les débits moyens et aussi pour les forts débits. Mais je n'ai pas le temps de tous les montrer aujourd'hui. J'ai voulu vraiment mettre le focus sur les étiages. Donc, quelques discussions de ces résultats. Donc, c'est un peu le pendant de ce qui a été fait par Fabienne quand elle a comparé Explore 2070 et Chimère 21. Donc, je rappelle que l'ensemble de projections climatiques Chimère 21 a été élaboré avant DRIAS 2020, mais selon les mêmes bases méthodologiques. Donc, on a vu qu'en hiver et en automne, Chimère 21 était cohérent avec DRIAS 2020, mais composé de modèles plus pluvieux.
en été, on avait une cohérence beaucoup plus forte entre les deux ensembles. Et tout ça, ça s'est ressenti dans les projections hydrologiques, puisque celles obtenues dans Chimère 21 ne tendent pas vers un futur où les sécheresses hydrologiques seraient aggravées de manière importante dans le futur, ce qui est un résultat qui est vraiment différent de ce qu'on a obtenu dans Export 2070. Mais ça s'explique par les projections climatiques, notamment les précipitations. Cependant, je tiens à souligner qu'une aggravation des sécheresses n'est pas à exclure, puisqu'on a vu que l'incertitude des projections hydrologiques produites dans Chimère 21 était forte concernant les étiages. Donc on l'a vu sur différents graphes auparavant, il y a une proportion non négligeable de scénarios qui indiquent une diminution des débits pendant les périodes d'étiage. Et il faut savoir aussi que avec un ensemble plus conséquent, donc DRIAS 2020, on sait déjà que l'augmentation des précipitations sera moindre. Et donc ça pourrait se traduire par des débits pendant les périodes d'étiage moins importants que ceux qu'on a eu dans Chimère 21. Donc à retenir sur cette partie-là, donc c'était la première fois qu'on analysait les parts relatives des incertitudes de la chaîne de modélisation des débits futurs sur le bassin de la Meuse. Nous avons observé une faible tendance à la baisse des étiages d'ici la fin du siècle, une légère augmentation des débits moyens et une hausse des débits pour les crues. L'incertitude liée à la modélisation hydrologique est plutôt du second ordre, donc on est quand même bien rassuré par nos modèles hydrologiques. En revanche, on a vu que l'incertitude est portée majoritairement par les modèles climatiques et notamment la précipitation. Les résultats ne signifient pas qu'aucune stratégie d'atténuation ne serait efficace en ce qui concerne l'évolution des étiages, mais simplement que leur impact potentiel est pour le moment difficile à estimer en raison de la forte incertitude sur les modèles climatiques. Et enfin, nous avons aussi introduit une présentation des résultats sous forme de probabilité de tendance, qui pourrait permettre, je pense, à terme de définir des seuils correspondant à des actions à mener pour la gestion des risques hydrologiques. Donc j'en ai fini avec ma présentation. Donc parce que la dernière étape est, de nos présentations est de conclure et de donner quelques perspectives sur ce projet. Donc les conclusions principales de ce projet, donc sur la méthodologie tout d'abord, nous avons mis en place une chaîne de modélisation qui est conforme à l'état de l'art et qui est même allée au-delà de beaucoup d'études qui sont réalisées sur cette thématique. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les données observées, donc à la fois météorologiques et hydrologiques, nous les avons expertisées. Donc ça a résulté en un ajustement de safran, notamment sur la Belgique, la prise en compte d'une zone karstique, mais aussi la naturalisation des débits à l'exutoire, à chaud. Nous avons utilisé divers modèles climatiques, donc ce qui était le plus récent en 2017 lorsque nous avons initié ce projet. Nous avons utilisé une méthode de descente d'échelle et de correction de biais à d'amont qui a été étendue à l'échelle de la France pour la première fois dans le cadre de ce projet. Donc, ce qui a permis par la suite d'étendre ça à d'autres projections climatiques et d'obtenir les projections DRIAS 2020. Nous avons aussi utilisé, nous l'avons vu, 4 modèles hydrologiques très performants. Nous avons réalisé une analyse de la performance et de la robustesse des modèles hydrologiques. Donc aujourd'hui, on a vu l'analyse, mais dans le rapport, il y a aussi plusieurs représentations sur la robustesse des modèles hydrologiques. Nous avons analysé plusieurs indicateurs qui permettent de quantifier l'impact du changement climatique. Et enfin, nous avons réalisé une analyse poussée des incertitudes. Donc la méthode pour cette analyse est assez récente et elle commence seulement à être utilisée pour l'analyse des projections hydrologiques. Donc sur les principales évolutions hydroclimatiques, donc sur le climat, on a bien vu une augmentation des températures, d'autant plus qu'on se situe dans un scénario d'émissions de gaz à effet de serre fortes et dans un futur lointain. En revanche, l'évolution des précipitations est plus hétérogène, avec une augmentation l'hiver qui est notée, mais une incertitude très forte l'été, avec à la fois des augmentations et des diminutions. Les projections obtenues dans le cadre de Chimère 21 sont plus chaudes et plus humides que celles qu'on a
utilisées dans le passé dans le cadre d'Explore 2110, mais elle reste cohérente, on l'a vu, avec celle du projet DREAS 2020. En ce qui concerne l'hydrologie, donc on a vu une évolution peu marquée l'été de manière générale, avec quand même de fortes incertitudes, mais tout de même une possible diminution des débits en amont, et notamment sur les étiages. Au niveau des débits pendant l'hiver, on serait plutôt sur une augmentation des débits, notamment en aval, donc ça c'est très cohérent avec les projections climatiques. Et sur l'incertitude, leur analyse a montré que la modélisation climatique, donc notamment les précipitations, portait l'essentiel des incertitudes sur le devenir des débits de la Meuse. Donc dans ce rapport, dans ce projet, nous avons produit plusieurs rapports. Donc un rapport final qui fait 152 pages avec beaucoup d'annexes. Donc nous l'avons fait de manière à ce qu'il soit quand même, à ce qu'il rejette en annexe les aspects les plus techniques pour dégager le message principal dans le corps du texte. Nous avons aussi réalisé un rapport spécifique sur la naturalisation, qui est déjà disponible depuis un petit moment, donc qui montre la méthodologie de naturalisation, mais aussi les influences prises en compte ou non. Et enfin, nous avons aussi réalisé un rapport spécifique sur la prévision de seuil de vigilance sécheresse. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, mais qui était une demande de la DREAL Grand Est, de pouvoir utiliser des seuils de vigilance climatique de sécheresse pour la prévision de dépassement de seuils jaunes, orange et rouge. Donc il y a un rapport aussi qui existe là-dessus. En termes de données produites, donc, nous avons produit des projections climatiques. Alors les projections climatiques mises à jour sont disponibles gratuitement sur le portail climatique DRIAS. Donc ce ne sont pas les projections Chimère 21, puisqu'on estime que ce qui a été produit par la suite dans DRIAS 2020 est plus performant et plus à jour, et plus représentatif du climat futur. Il y a aussi des indicateurs climatiques qui seront mis à disposition de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et de ses partenaires. Donc nous avons produit de nombreuses projections hydrologiques, des indicateurs hydrologiques qui sont aussi mis à disposition, et enfin des fiches stations. Donc ces fiches stations, voici comment elles se présentent. Donc ce sont des fiches sur 2 pages. Donc nous avons une fiche par station, donc sur les 16 ou 17 stations du projet, avec sur la première page plutôt des éléments sur les modèles hydrologiques, donc leur performance en calage, leur performance en robustesse, et sur la deuxième page plutôt l'évolution des projections avec nos fameux graphes de régime, ainsi que les évolutions d'indicateurs avec à la fois la prise en compte des incertitudes, mais aussi des probabilités de tendance. Et donc juste pour finir, donc quelles sont les perspectives de ces travaux? Donc je pense que les travaux de Chimère 21 permettent d'alimenter les réflexions qui sont en cours sur le bassin versant, sur les stratégies d'adaptation. Donc on a vu comme résultat des évolutions de débit qui soulèvent des enjeux forts. Donc à la fois en aval, donc si on regarde par exemple le secteur de Sedan, on a noté une augmentation des débits les plus forts. Or, Sedan est un territoire à fort risque d'inondation. Par ailleurs, on a vu une évolution possible à la baisse des débits d'étiage en amont, donc de potentiels problèmes de ressources en eau. Et 2 perspectives que je voulais souligner aussi, c'est le projet Explore 2, piloté par Eric Soquet, qui est un projet à envergure nationale qui va bientôt commencer et qui a pour but en fait de mettre à jour ce qui a été fait dans Explore 2110 il y a bientôt une dizaine d'années. Donc on va dans ce projet évaluer les impacts hydrologiques du changement climatique à l'aide des projections DRIAS 2020 principalement.
Il y a aussi un projet en cours Life Eau et Climat auquel certains ou certaines d'entre vous êtes associés. Donc ça, c'est un projet qui a pour but d'aider les acteurs de la gestion locale des ressources en eau, en particulier dans le cadre des SAGE, à évaluer les effets du changement climatique, à les prendre en compte dans leur planification et à mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Donc, malgré les avancées réalisées dans le projet Chimeratin, il y a encore beaucoup à faire, à la fois sur la partie caractérisation des impacts du changement climatique, mais aussi sur la partie gestion locale, la partie adaptation. Donc, on n'en a pas fini avec cette thématique. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais prendre quelques questions.